Fin 1471 et début 1472, la situation de Louis XI était plus délicate encore qu'à la veille de la guerre du bien public. Alors qu'Édouard IV était rétabli sur le trône d'Angleterre avec la ferme intention de fondre sur le continent, les grands seigneurs de France et de Bourgogne affûtaient de nouveau leurs armes contre le souverain. Le Téméraire, ô combien soulagé de la victoire définitive d'Édouard IV sur la maison de Lancastre, réclamait vengeance contre le roi de France, lequel occupait des positions clés en Picardie. Cependant, la Bourgogne n'avait pas les moyens de reprendre le conflit contre le roi, du moins pas dans l'immédiat. Charles le Téméraire, en effet, s'était bien rendu compte de l'obsolescence totale de l'ost bourguignon. Alors que Louis XI disposait d'une armée permanente financée par l'impôt permanent, le duc de Bourgogne devait, en cas de guerre, obtenir des crédits exceptionnels levés par ses États et mobiliser ses compagnies dans la plus grande précipitation. En cas d'invasion de son territoire, le duc Charles devait redouter de ne pouvoir tout simplement pas réagir pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. La redoutable offensive menée par Louis XI en 1471 avait démontré l'inadéquation du modèle bourguignon à se mesurer aux compagnies d'ordonnance du roi de France. Aussi le Téméraire décida-t-il de réformer sa force martiale dans l'espoir d'obtenir de ses États la capacité à établir à son tour une armée permanente. Le duc avait donc besoin de temps pour réorganiser ses troupes, tandis que la position encore fragile d'Édouard IV requérait une certaine stabilité. Louis XI, de son côté, souhaitait sécuriser ses acquisitions avant la reprise des combats, qui semblait inévitable. Le 10 juin 1471, la trêve franco-bourguignonne était donc reconduite jusqu'au 1er juin 1472. Le roi de France rendit les places secondaires occupées par ses hommes en territoire bourguignon, tout en conservant Amiens et Saint-Quentin. Pour se présenter à l'opinion comme un ardent défenseur de la paix, Louis XI suggéra au duc Charles de marier sa fille unique, Marie de Bourgogne, au dauphin de France, futur Charles VIII, offre que, bien entendu, le duc rejeta. En complément, le roi proposa au Téméraire d'être nommé à l'ordre de Saint-Michel, tandis que lui-même pourrait recevoir l'ordre de la Toison d'Or. Louis savait pertinemment que le duc de Bourgogne ne pouvait accéder à ces requêtes. Néanmoins, les refus successifs de Charles le Téméraire permettaient de démontrer que ce dernier n'était pas prêt à engager son honneur sur la paix. En d'autres termes, Louis XI, feignant de chercher l'apaisement, veillait à ce que l'opinion perçût son adversaire comme mal intentionné à l'égard de la France. Il est vrai toutefois que la Bourgogne se donnait les moyens d'affronter son voisin. En juillet 1471, les États généraux des Pays-Bas bourguignons avalisaient la création d'une armée permanente ainsi que l'octroi au duc Charles de 120 000 écus annuels pendant 3 ans. L'armée bourguignonne ainsi réformée comptait à présent 1250 lances de 8 combattants chacune. Composées à la fois de cavalerie et d'infanterie, les compagnies du duc étaient plus diversifiées que celles du roi, mais moins nombreuses. Leur coût cependant demeurait colossal. 600 000 livres tournois annuels étaient nécessaires pour payer la solde des gens de guerre bourguignons. Le budget ducal ne soutenait pas une telle dépense. Aussi, le duc de Bourgogne devait-il recourir à l'emprunt, à l'émission de rente ou à des avances sur recettes pour financer ses troupes. Malgré tout, il disposait à présent d'une armée permanente. Le volet diplomatique, pour autant, ne fut pas négligé par Charles le Téméraire. Ayant tiré les leçons de ses récents déboires face à Louis XI, le duc cherchait à sortir de l'isolement. Il entama donc un rapprochement avec les princes français. Charles avait compris en effet que la force du royaume de France résidait essentiellement dans son unité. Il fallait donc y semer la division. Or, par chance pour le duc, une nouvelle coalition princière était justement en train de se former contre Louis XI. Le duc de Bretagne, François II, associé au duc de Guyenne, Charles de France, se laissait aller à ses vieilles habitudes. Le premier, inquiet des récents succès de Louis XI, craignait que la Bretagne ne fût la suivante à tomber dans les filets d'un roi de France trop puissant. De même, François II espérait recouvrer son influence sur Charles de France, le frère de Louis XI. Fort opportunément, les deux hommes ne s'entendaient plus. Depuis plusieurs mois déjà, Charles de France s'était mis en quête de conclure un bon mariage, susceptible de satisfaire ses ambitions. Louis XI, de son côté, désirait que son frère cadet épousât la fille unique du roi de Castille, Jeanne, âgée de 8 ans. Les fiançailles furent ainsi célébrées en août 1470, et la promesse de mariage signée de la main de Charles de France. L'affaire semblait prendre bonne tournure, quand au printemps 1471, le frère de Louis XI renouait avec la Bourgogne. Le duc de Guyenne, en effet, se rongeait les poings d'avoir décliné 2 ans plus tôt la main de la fille unique de Charles le Téméraire. Sous la pression de Louis XI, qui lui avait fait jurer sur la croix de Saint-Lô d'Angers que jamais il ne l'épouserait,
Charles de France avait refusé l'offre du duc de devenir son gendre. Il est vrai que Marie, en tant qu'unique héritière de la maison de Bourgogne, pouvait rapporter au lignage de son époux rien moins que l'ensemble des domaines de son père, ce qui lui attirait bon nombre de prétendants. Les riches territoires de l'État bourguignon, en effet, suscitaient de grandes convoitises en Europe. Si bien que l'union avec Marie de Bourgogne demeurait l'obsession de bien des princes, en France comme à l'étranger, obsession que savait habilement exploiter Charles le Téméraire dans sa politique extérieure. Le frère de Louis XI, amadoué lui aussi par l'héritage de Marie, ne faisait pas exception. Il entama un rapprochement avec le duc de Bourgogne afin de reconsidérer sa proposition de mariage. Le roi de France, pour sa part, redoutait bien naturellement l'union entre son frère et sa filleule. Car si le duc de Guyenne héritait un jour des domaines bourguignons, le royaume de France, ainsi enserré, s'en trouverait singulièrement menacé. Ni Édouard IV ni Charles de Bourgogne, du reste, ne désiraient un tel dénouement. Le Téméraire, pour tout dire, avait peine à dissimuler son mépris pour Charles de France. Aussi n'avait-il nullement l'intention de lui accorder l'hymen de sa précieuse enfant. Le duc de Bourgogne s'arrangea donc pour informer Louis XI des manigances de son frère. En juillet 1471, le roi apprit ainsi qu'un projet de mariage entre Charles de France et Marie de Bourgogne était en passe d'être scellé. Faisant mener enquête, Louis XI apprit bientôt que son frère avait demandé au pape Sixte IV une dispense susceptible de rompre l'engagement qu'il avait pris sur la croix de Saint-Lô d'Angers. Cette croix, en effet, avait la particularité de frapper de mort dans l'année quiconque parjurait son serment. Louis XI actionna alors tous les leviers imaginables pour empêcher l'union de son frère avec Marie de Bourgogne. En août 1471, il chargea Humbert de Batarnais d'informer Charles de France que ses dernières entreprises auprès de la Bourgogne et du Saint-Siège étaient connues du roi. En parallèle, Louis XI sollicita ses alliés italiens, Galeazzo Sforza et Laurent de Médicis, afin qu'ils intercédassent auprès du pape. Son objectif, inciter le souverain pontife à déclarer le mariage entre Charles de France et Marie de Bourgogne impossible, avec menace d'excommunication à l'encontre du Téméraire s'il venait à consentir à une telle union. Le mariage ne fut ainsi jamais scellé. Cependant, l'envoyé que le roi avait missionné auprès de son frère le duc de Guyenne revint de son voyage plein d'inquiétude. La cour de Charles de France était en effet des plus hostiles à Louis XI. Les grands seigneurs du Midi redoutaient l'emprise du roi de France sur leurs affaires. Le comte Gaston IV de Foix en particulier vociférait à l'encontre de Louis XI qui avait eu l'outrecuidance de suspendre sa pension. Le comte qui plus est désirait associer sa maison à celle de Guyenne et de Bretagne. Il proposa à Charles de France et à François II de marier deux de ses filles. Plus inquiétant encore était le retour de Jean d'Armagnac. Dépossédé de ses fiefs par décision de justice et exilé en Castille depuis 1469, le comte d'Armagnac entra dans les bonnes grâces de Charles de France, qui lui restitua ses possessions en décembre 1471. De plus en plus complices, les princes s'éloignaient chaque jour davantage du roi. Pour Louis XI, la situation était très délicate. Pour éviter l'encerclement, il lui fallait à tout prix maintenir le duc de Bourgogne hors de la conjuration. À cette fin, il proposa au Téméraire de lui restituer les forteresses d'Amiens et de Saint-Quentin, toujours sous occupation française, à condition que la Bourgogne s'engageât dans un nouveau traité de paix duquel Charles de France serait exclu. Le duc fit mine de croire en la sincérité du roi, se contentant de multiplier les exigences en contrepartie de sa prétendue neutralité. Il n'en demeurait pas moins que ni Louis XI ni Charles de Bourgogne ne souhaitaient réellement la paix et que tous deux se préparaient à la guerre. En réalité, la position du roi de France était fort précaire. Une résurgence de la Ligue du bien public semblait irrémédiablement se dessiner sous ses yeux. L'équilibre politique que le souverain était parvenu à établir auprès des grands féodaux depuis 1465 était désormais compromis. Il est vrai que les récents coups d'audace du roi, à savoir la reconquête de la Normandie, la saisie des fiefs d'Armagnac, la déstabilisation de l'Angleterre et l'invasion de la Bourgogne, avaient de quoi inquiéter les princes français. Le spectaculaire redressement de Louis XI attisait les craintes du duc de Bourbon, dont la puissance avait singulièrement décru depuis la guerre du bien public. Fin 1470 déjà, le duc de Bourbon avait prévenu Charles le Téméraire des préparatifs militaires du roi. La maison d'Anjou, pour sa part, s'était recomposée. Jean de Calabre était mort en décembre 1470, laissant son duché de Lorraine à son fils Nicolas. Destiné à devenir le gendre de Louis XI, le jeune duc avait finalement succombé à la tentation bourguignonne. Charles le Téméraire, en effet, lui avait proposé d'épouser son unique fille héritière, Marie, sans en penser un traître mot. En mai 1472, Nicolas de Calabre renonçait donc à s'unir à Anne de France
au profit d'un hypothétique mariage bourguignon qui, bien entendu, ne vit jamais le jour. Quoi qu'il en soit, Louis XI perdait le soutien du duc de Lorraine. Charles d'Orléans, Jean d'Angoulême et Jean de Dunois, quant à eux, étaient morts en 1465, 1467 et 1468 respectivement. La maison d'Orléans revenait donc à des héritiers fort jeunes, qui n'étaient certes pas menaçants, mais qui, pour la même raison, ne pouvaient faire office d'alliés politiques. Dépourvu de soutien, Louis XI devait ainsi affronter une redoutable coalition gravitant autour du duc de Bourgogne, du duc de Bretagne et du duc de Guyenne. Ce dernier d'ailleurs tentait de gagner à sa cause le roi Jean II d'Aragon ainsi que Ferrante de Naples. Quant à Édouard IV d'Angleterre, sévèrement malmené par Louis XI quelques mois plus tôt, il n'attendait qu'une occasion pour se jeter lui aussi sur la France. En octobre 1471, les choses s'accélérèrent. 300 lances de l'armée royale étaient massées à la frontière du duché de Guyenne, prêtes à intervenir. Louis XI, en effet, songeait de plus en plus à confisquer l'immense apanage de son frère, lequel faisait planer sur le royaume une menace grandissante. Cependant, Charles de France, duc de Guyenne, était allié à la Bourgogne et à la Bretagne. Il n'était donc pas possible d'intervenir pour le moment. En premier lieu, le souverain décida donc de faire mener enquête quant aux enchantements attribués à la croix de Saint-Lô d'Angers. Plusieurs exemples passés attestaient que des parjures qui étaient revenus sur leurs paroles après avoir juré sur la croix l'avaient effectivement payé de leur vie. Comme Charles de France s'était engagé sur cette relique à ne jamais tenter d'épouser Marie de Bourgogne avant de trahir son serment, Louis XI pouvait s'attendre à ce qu'un divin châtiment s'abattît sur son frère. Or, en novembre 1471, le roi apprit que Charles de France souffrait d'une effroyable maladie et que son état de santé déclinait dramatiquement. Louis XI, s'émerveillant du nouveau miracle de la croix de Saint-Lô, se tint donc prêt pour une intervention rapide en Guyenne, de façon à en reprendre le contrôle. En parallèle, le roi consacra tout l'hiver 1471-1472 à préparer son royaume pour la guerre. Louis XI, en effet, savait le conflit inévitable avec la Bourgogne et la Bretagne, si bien qu'il ne tenta pas même de traiter avec l'un ou l'autre des princes. Les trêves arrivaient à échéance au 15 juin 1472, aussi fallait-il se tenir prêt. Louis XI élabora une stratégie classique, mais efficace, consistant dans un premier temps à concentrer l'essentiel de ses forces contre la Bretagne, tout en laissant l'armée bourguignonne s'enliser en Picardie. L'objectif du souverain était résolument le même qu'auparavant, empêcher toute jonction entre ces deux adversaires, de façon à pouvoir frapper leurs armées l'une après l'autre. Bien vite, le duc de Bretagne, impuissant devant la déferlante de l'armée royale, s'en trouverait contraint de signer une paix séparée avec le roi. Il serait alors temps de se retourner contre les Bourguignons. Le plan étant ainsi posé en cas de guerre, il fallait néanmoins réintégrer la Guyenne au domaine royal avant d'aller plus avant. Fort heureusement pour Louis XI, la santé de son frère ne cessait de se dégrader. À ce sujet, le roi de France était fort bien renseigné. Il tenait ces informations de source sûre, son agent n'étant autre que le religieux qui disait les heures avec Charles de France. En mai 1472, Louis XI apprenait ainsi que la mort de son frère était imminente. Pour le souverain, l'occasion était trop belle. L'idée initiale de Louis XI, en effet, consistait à envahir militairement le duché de Guyenne afin de le confisquer à son frère, accusé de trahison du fait de son alliance avec l'Angleterre. Or, la fin de Charles de France, duc de Guyenne sans héritier, actait de plein droit le retour de son immense apanage au domaine royal. Le roi ne donnait donc pas l'impression d'entrer en Guyenne pour punir son frère, mais simplement pour recouvrer des terres qui revenaient de droit à la couronne. Il fallait néanmoins veiller à ce que la réintégration de la Guyenne se déroulât sans incident avant le retour des hostilités avec la Bourgogne et la Bretagne. La trêve prenant fin à la mi-juin, Louis XI décida donc d'intervenir immédiatement, quitte à précipiter les choses. Le 18 mai 1472, anticipant quelque peu les événements après avoir eu connaissance de l'état de santé lamentable de son frère, le roi de France annonça très officiellement la mort de leur duc aux habitants de La Rochelle et de Bayonne, ce qui lui permit de recouvrer sans dommage d'importantes places de Guyenne. Il ne fallut attendre que 6 jours avant que la nouvelle ne se confirmât. Ainsi, le 24 mai 1472, Charles de France, l'ambitieux frère de Louis XI, décédait prématurément à l'âge de 25 ans. De fait, l'apanage de Guyenne n'ayant plus raison d'être, le retour au domaine royal se poursuivit sans complication. La coalition princière se retrouvait donc privée d'un atout majeur contre le roi de France, lequel ne put que louer le ciel de cette chance inespérée. Habile, Louis XI s'empressa de reprendre à son service la quasi-totalité des anciens conseillers de Charles de France, à l'exception d'Odédaïdi qui préféra s'enfuir en Bretagne.
Là, ce dernier s'employa à accuser le roi d'avoir fait empoisonner son propre frère, ce qui était manifestement faux. Charles de France était tombé gravement malade plusieurs mois auparavant. Sa maîtresse, Colette de Combes, l'avait précédé dans la tombe, s'éteignant misérablement en décembre 1471 des suites d'une maladie vénérienne. La rumeur d'un Louis XI fratricide fut ainsi reprise par ses adversaires pour les besoins de leur propagande, mais ne reposait en réalité sur aucun fait tangible. S'apprêtant à fondre sur la France depuis Arras, le duc de Bourgogne apprit sans plaisir que son allié Charles de France était mort. Le duché de Guyenne, qui aurait pu constituer une douloureuse épine dans le pied de Louis XI, réintégrait ainsi le domaine royal sans incident. Ivre de rage, Charles le Téméraire alimenta à son tour les accusations de fratricide à l'encontre du roi afin de justifier une entrée en guerre prématurée contre la France. 2 jours avant l'expiration de la trêve, début juin 1472, les troupes bourguignonnes franchissaient la frontière et pénétraient sur les terres de Louis XI. Manifestement, le duc Charles n'avait pas de véritable stratégie. Ses mouvements semblaient davantage relever de l'improvisation que d'un plan savamment élaboré. Ne désirant pas s'attarder contre les forteresses d'Amiens et de Saint-Quentin, dont les défenses avaient été renforcées, le duc de Bourgogne se contenta de les contourner pour s'aventurer plus au sud. Le 12 juin 1472, il prenait Nesle d'assaut, où il pratiqua un odieux carnage contre les habitants. Charles le Téméraire en retira une réputation telle que les cités de Roye et de Montdidier préférèrent se rendre plutôt que de résister. De son côté, Louis XI ne se laissa pas impressionner par les premiers succès de son cousin. Le roi, contrairement au duc, avait conçu une stratégie simple et efficace en cas d'invasion bourguignonne. Il la rappela à ses capitaines par ces mots. « Mon opinion a toujours été que vous ne deviez tenir ni Roye ni Montdidier, ni mettre les gendarmes en nulle place qui ne fût tenable. Et n'est pas merveille si le gain que le duc de Bourgogne a fait à Nesle et à Roye l'enorgueillit et épouvante nos gens. » Pour Louis XI, le Téméraire tenterait fatalement de s'emparer d'une grande ville du royaume, suffisamment importante pour lui donner les moyens de peser sur les termes de la paix. S'attacher à conserver les bourgades mineures n'avait donc pour le roi aucun intérêt, dans la mesure où, faute de fortifications, elles pourraient être reprises aisément et ne constituaient pas, à ce titre, de position stratégique. Louis XI, qui n'avait rien perdu de l'expérience martiale de ses jeunes années, avait ainsi ordonné à ses capitaines de concentrer leurs forces à la défense des grandes villes, dotées de solides murailles. Son plan était simple, laisser l'armée bourguignonne s'épuiser dans un siège interminable contre une place forte puissamment défendue. La première place qui pourra lui résister, ce sera assez pour le défaire, conclut-il. Étudiant les mouvements de son adversaire, Louis XI supposa que le Téméraire s'apprêtait à poser le siège devant Compiègne. Il missionna alors Damartin et le connétable de Saint-Paul pour superviser la défense de la ville. Or, le 28 juin, le roi apprenait que le duc ne visait pas Compiègne, mais Beauvais, ce qu'il n'avait pas prévu. La cité, dépourvue de combattants, se trouvait donc à la merci du Téméraire, ne pouvant plus compter que sur la fougue de ses habitants. Dès le soir du 27 juin, une avant-garde bourguignonne, profitant de l'absence de soldats royaux sur place, tenta de forcer les portes de Beauvais. La bourgeoisie locale, fidèle au roi de France, ne se confondit guère en démonstrations d'hospitalité. De rudes combats de rue s'engagèrent entre les civils beauvaisiens et les guerriers du duc Charles. Toute la ville livra aux assaillants une résistance des plus acharnées. Les hommes se battaient avec courage, tandis que les femmes faisaient la chaîne en vue de les approvisionner en munitions. La férocité des Beauvaisiens fut telle que les Bourguignons préférèrent se retirer temporairement de la ville en vue de préparer un assaut général dès le lendemain. Après tout, une attaque coordonnée de l'armée ducale au complet aurait bien vite raison de la petite bourgeoisie de Beauvais. La troupe du Téméraire campa donc hors les murs de la cité, s'endormant pleine d'assurance et de quiétude. Quelle ne fut la surprise du duc Charles lorsqu'il s'aperçut qu'au petit matin, 200 lances françaises venues de Noyon étaient entrées dans Beauvais, suivies de 100 lances le lendemain, puis de 200 lances supplémentaires le surlendemain. Les Bourguignons, il est vrai, n'avaient pas pris la précaution d'encercler la ville de part en part. La route reliant Beauvais au sud du pays n'ayant pas été coupée, les renforts de Saint-Paul avaient pu gagner la place sans encombre. De fait, la défense de Beauvais était à présent assurée par les compagnies du roi, ce qui rendait le succès d'un assaut frontal bien plus incertain. On imagine volontiers la colère de Charles de Bourgogne devant ce retournement de situation. Pour autant, celui-ci ne modifia pas ses objectifs. Obstiné, il décida d'assiéger tout de même Beauvais, ce qui était un jeu risqué. La position des Bourguignons, en effet, était fort délicate. Compte tenu du nombre de Français en garnison dans Beauvais, le duc Charles ne pouvait se hasarder à encercler la ville sans étirer dangereusement ses lignes.
S'il dispersait trop généreusement ses troupes tout autour de la cité, ces dernières seraient trop vulnérables en cas de sortie ciblée de la part des Français. Aussi, contraint de concentrer ses hommes, le duc de Bourgogne se résolut à ne pas enserrer la ville dans son intégralité. Par conséquent, pendant toute la durée du siège, Beauvais fut ravitaillé en hommes, en vivres et en munitions, contrairement aux Bourguignons. Louis XI, de son côté, s'employait à rendre la position du duc plus critique encore. Satisfait de voir son cousin englué devant Beauvais, le roi de France ordonna aux compagnies stationnées à Saint-Quentin et à Amiens de se mettre en mouvement. Son but, couper les voies d'approvisionnement des Bourguignons par des opérations de harcèlement. La manœuvre fut si efficace que bientôt l'armée du Téméraire, privée de vivres, était en proie à la famine. Comble d'ironie, les assiégeants cantonnés devant Beauvais assistaient impuissants au balai incessant des convois de ravitaillement français destinés aux assiégés. Ces derniers, du reste, ne se privaient pas de narguer leurs ennemis faméliques avec exubérance, rendant ainsi le spectacle plus pénible encore. Ne sachant que faire, le duc de Bourgogne ordonna de faire bombarder le mur d'enceinte de Beauvais pendant 15 jours, sans grand résultat. Une brèche n'eût d'ailleurs été qu'un maigre soulagement pour le duc, car la cité, regorgeant de soldats et entourée de douves, ne tomberait pas facilement entre ses mains. Tentant le tout pour le tout, Charles le Téméraire décida néanmoins de lancer un assaut le 9 juillet. Au terme de quelques heures, il ne tarda pas à revenir sur sa décision, devant l'amoncellement de cadavres dans ses rangs. Renouant avec l'idée du siège, le duc de Bourgogne se résigna finalement, le 22 juillet, à lever le camp et à abandonner Beauvais. Aigri par son échec, le duc Charles déporta sa colère contre les villages alentours, qu'il incendia sans autre forme de procès. Modeste butin pour le Téméraire, qui ressortait de l'affaire passablement humilié. Quant à la rumeur, elle eut au fait de dire que l'armée bourguignonne avait été vaincue par les seuls bourgeois de Beauvais. Pour sa part, Louis XI n'avait pas perdu son temps, contrairement au duc de Bourgogne. Supervisant la mise au pas d'une Guyenne tout juste délestée de son duc, le roi de France conduisait en parallèle les opérations militaires en Bretagne. Le duc François II, en effet, avait lui aussi rejoint le conflit initié par Charles le Téméraire. Or, pendant que ce dernier s'épuisait devant Beauvais, la Bretagne subissait de plein fouet les attaques de l'armée royale. À Chantossé et Ancenis, l'étendard aux Hermines céda bientôt le pas à la bannière des Fleurs de Lys. Nantes était directement menacée. Pour François II, les événements tournaient mal. Aucune jonction ne pouvait s'opérer entre l'armée bourguignonne enlisée à Beauvais et les troupes bretonnes déjà bien éprouvées. La situation semblait inextricable. Aussi, ne désirant voir son duché envahi par les compagnies royales, le duc de Bretagne accepta-t-il d'entrer en négociation avec Louis XI. Charles de Bourgogne, quant à lui, se trouvait toujours en piètre posture. Le siège avorté de Beauvais aboutissait à un formidable échec. L'armée bourguignonne était démoralisée, épuisée et affamée. Réévaluant la situation, le duc Charles hésita. Paris n'était guère loin, peut-être pourrait-il tenter de l'envahir. Mais, songeant certainement au difficile siège de Paris de 1465 ainsi qu'au récent fiasco de Beauvais, le Téméraire renonça. Par ailleurs, à la demande de Louis XI, toutes les défenses des grandes villes de France avaient été renforcées, à commencer par la capitale. L'armée française, enfin, ne cessait de harceler les Bourguignons sur leurs flancs, couper les voies de ravitaillement dans leur sillage, et pratiquait une politique de terre brûlée devant eux. Ainsi malmené, Charles le Téméraire n'eut d'autre choix que de reculer. Puis, prenant enfin conscience de la vulnérabilité de son allié breton, le duc de Bourgogne décida de faire pivoter ses troupes vers la Normandie, en vue de tenter une jonction avec l'armée de François II. Cependant, le duc de Bretagne, tétanisé, n'osait faire mouvement. Isolé en territoire ennemi, Charles de Bourgogne se contenta donc de piller et de dévaster le pays de Caux tout le mois d'août 1472. Puis il s'approcha de Rouen peu avant septembre, faisant cantonner ses hommes à quelques lieues de la ville avant de finalement regagner sa Picardie. En réalité, l'heure n'était plus aux opérations militaires. L'hiver approchant, il fallait désormais conclure une trêve avec Louis XI. Celle-ci fut signée entre le roi et les deux ducs le 3 novembre 1472, fixant l'échéance au 1er avril, puis au 1er novembre 1473. L'année 1472 s'acheva sous les meilleurs auspices pour Louis XI. Elle avait pourtant si mal commencé. Impuissant devant la désagrégation de ses alliances politiques internes, menacé de tous côtés par une nouvelle conspiration princière, le roi de France avait vu le début d'année fort mal engagé. Toute sa politique diplomatique s'était effondrée. Les ducs de Bretagne, de Bourgogne et de Guyenne, alliés au roi d'Angleterre, s'étaient jurés de frapper Louis XI une fois pour toutes, et ils en avaient désormais les moyens. L'affaire eût pu aboutir à une véritable catastrophe pour la couronne de France.
Néanmoins, par un extraordinaire concours de circonstances, la situation finit par s'inverser au profit du roi Louis. La maladie puis la mort de son frère, le duc de Guyenne, désamorça la grave crise qui se profilait. Ce fut là pour le souverain français un coup de chance extraordinaire. La fortune n'abandonna pas davantage Louis XI pendant le conflit. Le duc de Bourgogne, en effet, fut des plus malhabiles tout au long de la campagne. Ses mouvements paraissaient incohérents, ses revirements furent nombreux et ses erreurs considérables. Les 5 mois de guerre que le Téméraire livra si péniblement ne lui rapportèrent strictement rien, sinon une déplorable réputation. La dévastation injustifiée de la Normandie par les hommes du duc Charles avait en effet suscité la colère de tous les Français, y compris au sein de la haute noblesse. Cette inutile brutalité du Téméraire n'avait ainsi contribué qu'à renforcer son isolement politique à l'endroit des princes français. Pire encore, à l'issue du conflit, le duc de Bourgogne se proclama soustrait de la suzeraineté du roi de France. Autrement dit, Charles le Téméraire se reconnaissait désormais comme le seul souverain de l'État bourguignon, y compris pour les fiefs appartenant de droit au royaume de France. Cette décision était grave. Elle rendait le duc de Bourgogne parfaitement infréquentable pour les princes français. S'associer au Téméraire, en effet, pouvait désormais relever d'un acte de félonie ou de trahison en France, à l'instar d'une alliance avec l'Angleterre. Le duc Charles se retrouvait donc isolé, ne pouvant plus se fier qu'à son pacte avec Édouard IV. Par ailleurs, la lamentable campagne de 1472 ne nuisit pas uniquement à la politique internationale du Téméraire. Ses maladresses réitérées se payèrent aussi sur la scène intérieure. Les villes, auprès desquelles le duc de Bourgogne avait contracté moult emprunts, regardaient avec aigreur le piteux retour des soldats du Téméraire, dont elles avaient à grands frais financé l'expédition. Enfin, comme si tout cela ne suffisait pas, Charles le Téméraire, tout comme François de Bretagne, vit bon nombre de ses compagnons l'abandonner. Des serviteurs très capables faisaient défection à leur maître en vue de rallier un Louis XI alors au sommet de sa puissance. Comines, Jean d'Arçon, Baudouin, bâtard de Bourgogne ou encore Odet d'Ailly trahirent ainsi leur seigneur au profit du roi de France. Louis XI, de son côté, avait parfaitement préparé sa position défensive. Ses instructions étaient précises, méthodiques et éclairées par l'expérience et le professionnalisme, si bien que jamais ses principales places fortes ne flanchèrent sous les menaces de l'ennemi. Attaqué par surprise, Beauvais faillit tomber faute de défenseurs aguerris, mais la chance avait de nouveau souri à Louis XI. Les bourgeois beauvaisiens se battirent comme des lions face à l'avant-garde bourguignonne, avant que les compagnies royales ne pénétrassent nuitamment dans la ville, aux grandes dames du Téméraire. Le roi de France pouvait ainsi savourer sa victoire. En Bretagne, il conservait la ville d'Ancenis, verrou essentiel vers Nantes, la capitale du duc. En Picardie, il conservait Amiens et Saint-Quentin, privant de fait la Bourgogne de 2 places fortes stratégiques. Ainsi conscient de la chance dont il avait joui pendant toute la campagne, Louis XI accrut généreusement les libéralités religieuses à l'égard de sa protectrice, la Vierge Marie, dont il savait tout ce qu'il devait à son entremise dans la sauvegarde de sa couronne. En parallèle, Louis XI ne se priva pas d'exploiter politiquement l'affaire de Beauvais en vue de contenter l'opinion publique. Après tout, n'avait-on pas vu là le petit peuple de France résister héroïquement à l'envahisseur par fidélité au roi? En signe de gratitude pour leur loyauté, Louis XI accorda aux Beauvaisiens les mêmes faveurs fiscales qu'aux bourgeois d'Amiens et de Paris, à savoir une exemption quasi totale d'impôts. En outre, pour saluer la résistance acharnée des habitants, et notamment des femmes de Beauvais, le roi Louis accorda à ces dernières le privilège de défiler en tête de la procession annuelle en l'honneur de Sainte Angadrème, la patronne de la ville. Il leur octroya également le droit de se vêtir selon leur bon plaisir, en levant les restrictions réservant à la noblesse les fourrures, ceintures d'orfèvrerie et autres habits et apparats dont les bourgeoises étaient normalement exclues. En complément, Louis XI poussa plus loin encore son avantage auprès de l'opinion, en exemptant de taille à vie une certaine Jeanne l'Aînée, laquelle s'était illustrée dans la défense de Beauvais en arrachant un étendard des mains des Bourguignons. Il ne fallut guère longtemps pour que la légende la dépeignît comme une femme d'action intrépide, appelée Jeanne Hachette, laquelle, munie d'une simple hache, aurait repoussé à elle seule les hommes d'armes du Téméraire pour la plus grande gloire du roi de France. En définitive, la campagne de 1472 fut un révélateur des rapports de force. D'un côté, une troupe bourguignonne totalement dépourvue de stratégie, errant laborieusement entre les imprenables places fortes du roi et incapable de faire jonction avec ses alliés. De l'autre, un Louis XI fin manœuvrier, capable de déléguer judicieusement le commandement de ses compagnies et de coordonner les opérations militaires sur 2 fronts simultanément. Ainsi, la campagne de 1472 démontra aux yeux de tous l'indiscutable supériorité militaire du royaume de France. Les ennemis du souverain, qui en tiraient tous les enseignements, ne s'en trouvèrent que plus inquiets. Alors,
Portant leur regard par-delà les mers, ils placèrent tous leurs espoirs dans la seule nation encore capable de vaincre Louis XI, l'Angleterre d'Édouard IV.